En ce moment, c'est un peu la folie sur les marchés. On parle de krach boursier, on parle de correction ou encore de consolidation. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un petit peu le tri dans tout ça et je vais vous donner mon avis sur ce qui est en train de se passer. Indéniablement, on est en train de vivre une période de prise de bénéfices sur les marchés, que ce soit CAC 40, S&P 500 ou même encore crypto-monnaie avec le Bitcoin qui a fortement chuté ces derniers jours. Mais c'est tout à fait normal, on ne peut pas monter en ligne droite comme ça jusqu'au sommet sans qu'il y ait de prise de bénéfices. Un autre élément qui a marqué les marchés, c'est le fait que la Chine démarre une enquête antitrust sur des marques de spiritueux européennes. Et notamment Pernod Ricard, Rémy Cointreau ou encore Diageo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à Rémy Cointreau. Moi, vous savez que je suis positionné sur Pernod Ricard et que je recharge à la baisse, sachant que j'ai déjà quand même une grosse position sur Pernod Ricard, donc à un moment, je vais arrêter de recharger. En gros, pour faire simple, si une entreprise exporte un produit à un prix inférieur à celui qu'elle pratique normalement sur son propre marché, en Europe donc, on dit qu'elle a recours à du dumping pour les produits qui sont concernés. Et il y a des accords internationaux qui réglementent ces actions, qui pratiquent le dumping, et qui visent essentiellement à dire comment les gouvernements peuvent réagir à ce dumping. Et la Chine, c'est un peu un cas particulier parce qu'il n'y a pas énormément d'accords à ce sujet. Et l'un des indices qui a beaucoup fait parler, c'est le Nasdaq. Notamment parce qu'on a Apple qui, hier ou avant-hier, a vécu une grosse chute et ça a fortement fait baisser le Nasdaq parce qu'il faut savoir que dans la pondération du Nasdaq, Apple a une très grosse part par rapport aux autres actions. Si on regarde en termes de pondération, vous voyez que Apple, ça représente 11,3% du Nasdaq. C'est assez énorme parce que le Nasdaq, c'est un gros indice avec des grosses entreprises comme Microsoft qui représente par exemple 9,3% ou encore Amazon qui représente 5,4%. Donc vous voyez que si Apple corrige, et c'est ce qui s'est passé ces derniers jours avec une correction de 6% en 5 jours pour Apple, ça impacte tout l'indice du Nasdaq. Alors évidemment, dans la foulée, il y a plein de vidéos qui sont sorties sur les réseaux, sur YouTube, parlant de récession, parlant de crash notamment, parce qu'on s'approche de niveaux où on a même cassé, par exemple, la moyenne mobile 20 périodes, mais en soi, il faut quand même relativiser la chose. Si on regarde à cette échelle, on vit quand même une correction, mais pas plus importante que celle qu'on a pu vivre en octobre dernier, où on était quand même descendu en dessous de beaucoup plus de moyenne mobile. Et si on regarde à une échelle un petit peu plus lointaine, vous voyez que c'est pas dramatique. En 5 jours, on a effectivement perdu quelques pourcents, mais si on regarde à très long terme, ça vaut pas tout ce qu'on entend actuellement, tout le ramdam un petit peu que ça fait sur les réseaux, etc., etc. Et on va regarder ensuite le S&P 500 et vous allez voir que c'est encore plus ridicule. En revanche, il y a quand même des raisons qui laissent à penser qu'on va pas seulement vivre une consolidation, parce que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, on est sur une consolidation, mais on va peut-être rentrer sur une correction, donc avec une chute peut-être plus importante, et je vous explique juste après les éléments qui me font dire ça. Alors, pour le S&P 500, c'est pareil, c'est du direct. Vous voyez que on est en train de break aussi la moyenne mobile 20 périodes. On va certainement aller se rapprocher de notre support à 4550. Il va aussi falloir voir comment on réagit sur les autres moyennes mobiles, et notamment la moyenne mobile 50 périodes, et si on la break, la moyenne mobile 100 périodes. En 2023, on a quand même vécu un beau rallye. Vous voyez que on se situait là en janvier, et vous voyez qu'on a quand même eu un très beau rallye haussier, donc forcément là il y a une prise de bénéfices, on se rapproche de notre all-time high, voire même, je ne vais pas vous dire de bêtises, on l'a peut-être légèrement dépassé, et là effectivement on a une période où les gens se disent bon, on est haut, est-ce qu'on vendrait pas un petit peu pour prendre nos bénéfices, ce qui est tout à fait
normal, hein. On a un S&P 500 qui, sur l'année, a quand même, je crois, une croissance aux alentours des 20%, donc ce qui est assez important, et donc c'est normal qu'il y ait cette prise de bénéfice. Puis c'est un petit peu le même schéma que ce qu'on a connu cet été finalement, où on a atteint une résistance importante, on a légèrement corrigé, pour ensuite la break et puis atteindre un palier supérieur. Maintenant, ce qui me fait être un petit peu plus sceptique, c'est qu'il y a plein d'éléments négatifs qu'on a occultés sur cette année 2023, qui, j'ai l'impression, sont en train de revenir un petit peu au galop. On est notamment en train de vivre une potentielle escalade du conflit israélo-palestinien, avec comme principal enjeu en termes d'économie, l'approvisionnement, l'acheminement de tout ce qui va être pétrole. D'ailleurs, en parlant du pétrole, il a rebondi ces derniers jours. Encore une fois, c'est à relativiser. On vit un léger rebond, mais qui reste tout de même un rebond. Surtout qu'on a pas mal d'analystes qui, dernièrement, ont anticipé le fait que le prix du baril de pétrole pourrait augmenter de façon plus importante, de 10 voire 15%. L'enjeu ici, c'est que si le coût de l'énergie augmente, si le prix du baril de pétrole augmente, l'inflation risque elle aussi de rebondir ou, de façon un petit peu moins grave, d'arrêter de baisser. Sauf que ça, pour les marchés, c'est un gros enjeu parce que la hausse qu'on a vécue ces derniers temps, elle se base sur le consensus que Jérôme Powell ait annoncé la baisse future des taux. Sauf que pour moi, comme vous le savez si vous suivez un petit peu les vidéos, je trouve que le marché, il anticipe un petit peu trop dans ce sens-là, sachant que ce que Jérôme Powell a dit, c'est que si les conditions étaient réunies, donc les conditions, pour moi, quand je le traduis, sachant que la Fed, le target de la Fed, c'est un 2% d'inflation, pour moi, une des conditions, ce serait qu'on retourne à 2% d'inflation. Si on retourne à 2% d'inflation, alors, la Fed réaliserait finalement ce début de baisse des taux, sachant que ça, c'est un événement qui va intervenir peut-être d'ici 2 ou 3 trimestres, si évidemment les conditions sont remplies, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, et si on a des événements comme par exemple le conflit israélo-palestinien qui s'enflamme, ça pourrait être un retardement vis-à-vis de cette baisse des taux. Et là, le marché pourrait surréagir, comme il le fait à son habitude. Il pourrait surréagir à la baisse, notamment. Et donc, ça pourrait ouvrir des opportunités pour nous, investisseurs, parce que moi, par exemple, je trouve qu'en ce moment, le marché est assez cher, même si je vois très bien le CAC 40 aller jusqu'aux 8000 points à moyen long terme. Mais je trouve qu'actuellement, on est haut et j'ai du mal à acheter. Donc, ces événements-là pourraient être des opportunités, c'est pas dit que ça se produise, mais c'est quand même des choses qui sont à prendre en compte, parce que actuellement, même si là on a une légère correction, et dès qu'on a une légère correction, c'est dramatique, actuellement on a quand même basé toute la hausse dernièrement du S&P 500, du CAC 40, sur le fait que la baisse des taux allait commencer. Sauf que c'est pas le cas, c'est pas immédiat. Et d'ailleurs, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a été beaucoup moins optimiste que la Fed et a dit que ça pouvait prendre plus de temps que ce qui avait été annoncé, notamment par la Fed, du moins en Europe. Ce qu'on remarque, c'est évidemment que le taux de croissance du PIB aux États-Unis il réagit beaucoup mieux qu'en Europe. On est sur une croissance qui a déjà bien rebondi. Donc pour moi, les États-Unis, elles ont quand même une situation en termes de croissance qui est plus favorable que ce qui se passe en Europe. C'est aussi pour ça qu'en ce moment, et depuis déjà un petit moment, j'ai pas mal rechargé sur les États-Unis, avec notamment de l'ETF Nasdaq. D'ailleurs, si ça vous intéresse de connaître un petit peu mes mouvements, mes portefeuilles boursiers, je vous mets 2 vidéos juste ici, une sur mon portefeuille PEA, et une sur mon portefeuille compte titre, donc avec beaucoup d'actions orientées États-Unis et monde. Donc on parle beaucoup de soft landing, d'atterrissage en douceur, notamment en évitant une récession, sachant qu'elle est déjà présente, notamment par exemple en Allemagne, mais aux États-Unis, effectivement, la potentielle arrivée d'une récession a été totalement évincée par les investisseurs, et le consensus, il est plus du tout là-dedans, plus du tout dans le fait d'avoir une récession. Mais il faut quand même prendre en compte que c'est indéniable, mais l'économie
ralentit. Il y a de moins en moins, par exemple, de jobs qui se créent aux États-Unis, et ça reste un indicateur important pour l'économie globale du pays. On est en janvier, janvier, février, mars, ça va être des dates assez importantes parce qu'on va avoir des résultats d'entreprise, notamment vis-à-vis du 4e trimestre 2023, et ça va nous éclairer un petit peu sur ce qui s'est passé pendant ce 4e trimestre. Moi, je pense quand même que, au vu des statistiques qu'on a actuellement, il y a certainement des entreprises qui vont avoir des résultats qui vont être moins bons que prévu. D'ailleurs, c'est déjà ce qui est en train de se passer, parce qu'on a des anticipations des entreprises qui sont revues à la baisse. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec Pernod Ricard, avec la baisse de la consommation en Chine notamment, mais aussi avec d'autres entreprises. Une autre donnée que personnellement j'aime quand même regarder de temps en temps, c'est que actuellement on est redescendu sur l'indice Fear and Greed de CNN Business, on est redescendu sur du greed. Il faut savoir qu'il y a quelques jours on était en extreme greed et généralement quand on arrive sur des niveaux d'extreme greed, ça veut dire que le marché est plutôt euphorique et il s'ensuit généralement une correction parce que c'est là que les gens prennent leurs bénéfices comme je vous disais tout à l'heure. Par exemple, ça a fait beaucoup de bruit, mais on a quand même eu des belles mèches sur le BTC, et tout le monde a crié effectivement à la chute, à la correction, ce qui est totalement possible, ce serait d'ailleurs plutôt naturel, parce qu'on a quand même vécu une période de hausse super importante sans correction, donc ce serait pas étonnant qu'on vienne à corriger sur le Bitcoin, mais finalement ça a fait énormément de bruit, pour pas grand chose, parce que comme vous le voyez, on a plutôt vécu en weekly une phase horizontale qu'une phase verticale. Si on regarde un petit peu en journalier, effectivement, on a eu des mèches un petit peu plus impressionnantes. On a oscillé entre 45 000 et 40 000, ce qui est quand même déjà assez important. Le Bitcoin est beaucoup plus volatile que d'autres marchés. Mais globalement, rien de très inquiétant pour le Bitcoin. En revanche, il faut s'attendre, c'est même fort probable, il faut s'attendre à une correction, mais peut-être pas aussi impressionnante que ce qu'on aurait pu anticiper. Mais il faut rester prêt vis-à-vis du Bitcoin et des crypto-monnaies à subir des corrections importantes. C'est pourquoi moi j'investis plutôt à très long terme sur ce genre d'actifs. Et que pour l'instant, même si on venait à corriger de 30-40%, je resterai en position. C'est pas ce qui me dérange. J'ai des targets, j'ai des zones de vente que je respecte assez scrupuleusement avec des ordres qui sont passés. Comme ça me permet psychologiquement de pas craquer. Même si évidemment, si vous me suivez, ça m'arrive de craquer, notamment sur certaines actions. On est tous humains et ça arrive. Mais pour des actifs comme les crypto-monnaies, il faut quand même être plutôt carré. Alors, est-ce qu'on est en train de subir une simple consolidation ou est-ce qu'on va vivre une correction plus profonde ? Mon scénario, il est personnel, je ne suis pas conseiller en investissement, mais c'est le scénario que je privilégie. Je suis préparé à toutes les éventualités, mais j'anticipe quand même une correction un petit peu plus profonde, pas la fin du monde, mais une correction un petit peu plus profonde que ce qu'on est en train de vivre. Sachant quand même que, là c'est du direct, que les indices résistent quand même assez bien. Vous voyez qu'on reste au-dessus de nos supports pour l'instant. La clôture, là on est vendredi, vous aurez certainement la vidéo demain. La clôture d'aujourd'hui, elle va être cruciale, même si j'ai plutôt l'impression pour l'instant qu'on va clôturer au-dessus. Ça va aussi dépendre des chiffres de l'emploi américain. Il y a beaucoup de chiffres en ce moment, donc c'est ce qui fait aussi varier le consensus des marchés. Donc personnellement, mon scénario privilégié, c'est quand même une correction un petit peu plus profonde pour pouvoir repartir de plus haut. Ce qui serait quand même justifié de par le ralentissement économique mondial. Par exemple, Pernod Ricard fait partie des entreprises qui le subissent de plein fouet, avec notamment le ralentissement de la consommation en Chine. Alors, après, pour Pernod Ricard, pour moi, on a une réaction qui est quand même légèrement exagérée. On risque d'atteindre le support de 138. Personnellement, j'ai des ordres placés aux alentours des 139. Et si on devait continuer à descendre, vous me connaissez, j'irai plus bas. Pour l'instant, j'ai un PRU qui se situe aux alentours des 160 euros. Mais
je trouve que cette correction est quand même très brutale et pas forcément justifiée de par la qualité fondamentale de l'action. Malheureusement, sur les marchés, comme vous le savez, c'est finalement la valeur d'une action, le prix d'une action, ça dépend moins de sa valeur fondamentale que du sentiment de marché finalement. Et là, on est en train de sanctionner une action qui est fondamentalement bonne, qui a des bons fondamentaux, mais on est en train de la sanctionner de façon exagérée. Et justement, c'est dans ces moments-là que personnellement, je préfère investir parce que, comme vous le savez, les marchés, ça oscille entre un optimisme exagéré, l'euphorie, et un pessimisme qui va être lui aussi exagéré avec une dépression. Pour rappel, moi j'investis à long terme, donc je suis prêt à prendre des pertes latentes, des pertes qui sont temporaires, pour pouvoir avoir un bénéfice sur le long terme. Je vous ai fait un petit bilan récemment que je vous mets juste ici de mes investissements, de mes revenus, notamment avec la monétisation YouTube parce que c'était un de mes objectifs annuels. Donc je vous laisse aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne. Et moi je vous dis à dans la semaine pour une prochaine vidéo.